Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être là avec vous pour animer une rencontre autour des résultats de la recherche sur femmes et STAPS. Alors, avant de commencer, je vous fais juste un tout petit rappel de l'origine de cette recherche. C'est assez simple, hein. Au centre et au SNEP, nous avions constaté, comme tout le monde, qu'il y avait moins de 30% de filles en STAPS et que ça posait problème. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de filles sportives et donc il y a un phénomène qui reste à expliquer. Pour le SNEP et le centre, c'était très important de travailler la question parce qu'on n'a pas du tout l'intention d'avoir un métier qui se masculinise et il nous semblait urgent de trouver des solutions. Nous avons monté un petit collectif avec des chercheuses et des chercheurs et des militants et des militantes et on a interpellé les pouvoirs publics. Et puis, ça a duré pendant 2 ans. On a rencontré que des gens qui étaient très, très, très intéressés par notre travail, qui compatissaient avec le problème, mais on n'a jamais obtenu aucun moyen pour aller plus loin. C'est comme ça qu'on a décidé au SNEP et au Centre PC Société de lancer une recherche avec le groupe de chercheurs et de chercheuses. Et donc, les résultats de cette recherche, c'est ce qu'il y a cet après-midi. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais je voudrais remercier d'abord toutes les premières personnes qui avaient monté, quand on a monté le collectif Femmes et STAPS. Et puis, il y en a plein qui sont aujourd'hui avec nous et en visio, donc je les salue. Je voudrais aussi présenter les excuses du secrétaire général du SNEP, Benoît Hubert, qui ne peut pas être avec nous cet après-midi, mais qui a pu constater dans ses diverses audiences que le sujet intéressait vraiment beaucoup de partenaires, y compris le ministère, qui n'a pas investi dans la question. Et puis, je voudrais présenter aussi les excuses du SNESUP, parce que notre collègue Anne Roger, qui est prof au STAPS de Lyon, ne peut pas être avec nous parce que c'est son congrès. Elle est secrétaire générale adjointe, secrétaire générale du SNESUP. Voilà, donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Cécile Autogali et Marie Schirer, qui pendant une heure vont exposer les résultats de la recherche. Vous pourrez poser vos questions dans le chat, des questions au fur et à mesure. Si vous avez besoin d'explications, vous pouvez poser vos questions dans le chat et elles y répondront à la fin de leur exposé. Ensuite, il y aura une table ronde avec l'AC3D STAPS, avec Pierre Vanazo. Excuse-moi Pierre, je ne lis pas bien de loin. Si c'est ça, Vanazo. Et Aurélien Pichon. Carole Sèvres pour l'inspection générale EPS, que je remercie aussi d'être là. Et puis Isabelle Collet, qui ne connaît pas le milieu des STAPS, en tout cas pas beaucoup, qui est plutôt spécialiste du numérique, de femmes et sciences, et qui nous apportera son éclairage à partir d'une autre discipline. Et puis, il y aura une intervention aussi dans la table ronde du secteur égalité du SNEP avec Lucille Gray et Sonia Lajolie. Voilà, on commence tout de suite. Je laisse donc la parole à Cécile et Marie. Cécile Autogali de Lyon et Marie Schirer de Nancy. Merci beaucoup, Claire. Alors, pour prolonger juste quelques mots d'introduction suite à ce que tu as dit, effectivement, et saluer ce collectif, tu l'as dit, de chercheurs et de chercheuses qui ont été mobilisés là, ces dernières années autour de cette enquête. Nous tenons à remercier Sigolène Kouchouchex qui a participé aussi à la construction de ce questionnaire, Virginie Drumel qui a été stagiaire du Master EgalApps et qui a collecté les données à La Réunion, Karine Guérandel qui a été notre référente pour l'Académie de Lille, Loïc Zerdaili qui s'est occupé des données sur les dispositifs EPS et les options EPS particulièrement, Marie Thiambo-Morel de l'Université de La Réunion. Donc, tous et toutes, merci pour votre contribution à un moment ou un autre du processus de cette enquête. Alors, l'étude scientifique a été coordonnée cette dernière année plutôt par Marie Schirer et moi-même. C'est une étude qui a été financée par plusieurs partenaires. Je tiens aussi à saluer, Claire l'a dit, le SNEP, mais aussi l'Université Lyon 1, le laboratoire Elvis de l'Université Lyon 1,
le laboratoire l'ISEC de l'Université de Lorraine, l'Université de La Réunion. Et puis, nous avons aussi fait appel, parce que ni Marie ni moi-même ne sommes sociologues quantitatives, hein, donc spécialistes des statistiques, et pourtant c'est bien de statistiques qu'on va vous parler. Donc, on a eu besoin de faire appel à un prestataire de service, à un spécialiste de cette question-là, qui était la société Datapi. Et donc, notre communication, on la partage aussi avec Johan Foll, qui nous a accompagnés sur le traitement des données. Notre présentation va se découper en 2 temps principaux. Je vais démarrer par une introduction qui présentera très rapidement le cadre théorique et la méthodologie que nous avons employée. Marie enchaînera sur la présentation de la population, donc notre échantillon étudié, et puis les principaux résultats autour de la question de la sportivité, hein, une notion qu'on expliquera, des représentations de la filière STAPS chez les lycéens et les lycéennes de terminale, les raisons de choisir STAPS ou de ne pas choisir de s'orienter en STAPS, et puis les encouragements, découragements qu'ils ont pu aussi recevoir lors de leur année de terminale. Alors, contrairement, diapo suivante s'il te plaît Christian, contrairement à certaines filières universitaires où les étudiantes sont devenues largement majoritaires depuis ces 20 dernières années dans certains cursus, comme les langues, les lettres, le droit, les sciences de la nature et de la vie, eh bien, on constate en STAPS, dans la filière des sciences et techniques, des activités physiques et sportives, depuis ces 20 dernières années, une baisse régulière de la part des filles donc, dans cette filière. À droite de cette présentation, vous voyez ici l'exemple des données sur l'UFR de Nancy, qui en 2016-2017 comptait 29,1% de femmes, toutes filières, tous niveaux confondus, dont 26,31% de femmes en première année de STAPS. De façon générale, la filière STAPS au national comptait en 2017 28% de jeunes femmes en première année, avec donc une tendance à la baisse sur ces 20 dernières années. Alors, une nuance est à apporter aux données que je viens de vous présenter, car effectivement, depuis l'instauration du dispositif Parcoursup, donc depuis 2018, eh bien, on voit une légère réaugmentation de la part des jeunes femmes. On a, de manière générale, une augmentation, un accroissement de 3 à 4% depuis ces 2 dernières années. Donc, signe tout à fait positif sur lequel, sans aucun doute, nous serons amenés à discuter tout à l'heure. Cette diminution du ratio de filles sur ces 20 dernières années, donc là je me situe maintenant dans le temps plutôt long, se retrouve aussi dans la profession des enseignants de PS, notamment pour la tranche d'âge des plus jeunes, des 25-35 ans, comme l'a montré Loïc Zerdaili dans un travail financé par l'ADEP entre 2015 et 2017 et qui a fait l'objet de publications, où il a travaillé sur l'évolution des candidatures et des admissions au CAPES. Eh bien, il rappelle dans cet article qu'il faut rappeler que le concours de recrutement du CAPES était démixé jusqu'en 1989 et que donc il y avait une logique de quotas sexués jusqu'à cette époque-là, qui instaurait finalement une quasi-parité dans la profession avec 52,3% d'hommes et 47,7% de femmes. Donc la filière n'a pas toujours été déséquilibrée. Il y a eu une période où il y avait quasi-parité. CAPES séparés, avec les CAPES séparés, selon le sexe, eh bien, il y avait finalement autant d'attractivité de la filière STAPS pour les femmes que pour les hommes. Après 1989, le nombre d'admissions au CAPES va faire plus que doubler et l'instauration du concours unique en 1989 va sembler, dans un premier temps, bénéficier même aux femmes qui vont atteindre jusqu'à 48,2% de la profession. Mais finalement, les choses vont évoluer et de nouveau diminuer à partir des années 2000, où là, il n'y aura plus de critères sexués pour l'admission en STAPS. Il y a aussi l'abandon des postes fléchés féminins ou masculins. Et là, on va voir la diminution apparaître. Les femmes sont 43,1% de femmes dans les années 2000 et 35,6% entre 2010 et 2017 dans la profession d'enseignants de PS. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, bien sûr, ces chiffres nous questionnent. Et ils nous questionnent d'autant plus que dans la même période, de nombreuses conventions, de nombreuses politiques publiques et conventions interministérielles vont s'attacher précisément à œuvrer pour plus de mixité et d'égalité entre les sexes dans toutes les filières universitaires et notamment dans les filières scientifiques auxquelles appartiennent les STAPS. Alors, plusieurs questions. Les femmes s'orientent-elles de moins en moins vers les STAPS ou au contraire, est-ce que c'est les hommes qui viennent de plus en plus en STAPS?
quels sont finalement les profils sportifs des élèves, des lycéens et des lycéennes de terminale et qui pourraient éventuellement expliquer leur orientation vers les STAPS. Quelles sont leurs représentations de la filière et comment finalement se projettent-ils, se projettent-elles dans d'éventuelles études en STAPS. Diapo suivante. Alors, depuis 30 ans, bien sûr, les travaux scientifiques, que ce soit en psychologie sociale, en sociologie de l'orientation, en sociologie du genre, analysant le rôle de l'orientation scolaire et universitaire dans la construction de la division sexuée du travail, bien sûr, sont importants. On a eu de nombreux travaux qui ont montré l'impact des socialisations familiales dans le choix de ces orientations, l'impact des représentations des métiers et l'anticipation à partir de ces représentations que les jeunes font du métier dans lequel ils veulent s'investir, le rôle des personnes prototypiques, le rôle des personnes modèles, donc qui pourraient résumer à eux seuls la filière ou la profession, l'intériorisation des stéréotypes, etc. Je vais faire court et gagner du temps sur cet aspect-là qui n'est pas le point clé de notre présentation. Les choix d'orientation, en fait, n'en sont pas vraiment. Ils sont le fruit de socialisation, ils sont donc socialement construits, tout comme les engagements sportifs des filles, des jeunes femmes et des jeunes hommes. Alors, pour mener cette enquête, le protocole que nous avons mis en place, qui était un protocole assez lourd, assez ambitieux, on avait un questionnaire qui faisait plus de 30 minutes au départ, qu'on avait dû raccourcir, mais qui restait quand même dense. Ce qu'on pose est un questionnaire assez classique dans l'étude des représentations sociales, et il se compose de 3 grands domaines de questionnement. Tout d'abord, on avait un domaine qu'on appelle d'évocation libre hiérarchisée, où on avait donc 3 questions totalement ouvertes. On laissait les lycéens et lycéennes répondre par soit des expressions complètes, soit des mots-clés. Et dans un deuxième temps, on leur demandait de classer par priorité les 3 notions qui leur avaient semblé les plus importantes. Donc, ce type de questionnement est assez classique et on l'a porté sur une question ouverte sur les représentations des STAPS, sur les qualités nécessaires pour réussir en STAPS et sur les raisons des lycéens et des lycéennes pour choisir ou ne pas choisir STAPS. Ensuite, on avait toute une série de questions fermées qui nécessitaient un positionnement en fait, sur des échelles de positionnement qu'on appelle aussi des échelles de Likert, visant à interroger les lycéens et lycéennes sur le fait qu'ils soient d'accord ou pas du tout d'accord avec une série d'affirmations qu'on leur présentait. Et enfin, on avait de nouveau des questions ouvertes pour les questionner sur la nature des encouragements et découragements qu'ils avaient reçus pendant leur scolarité, et puis des questions visant à collecter les variables sociologiques pour étudier en fait leurs réponses, le sexe, le type de bac, la sportivité, la classe sociale, etc. Il y en avait d'autres, mais je ne vais pas toutes revenir. Diapo suivante. Juste pour préciser les limites méthodologiques, ou en tout cas des points de réflexion sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention. Effectivement, d'un point de vue méthodologique, il nous faut partager avec vous le fait que la catégorie femme pose bien sûr beaucoup de problèmes. Après 50 ans de sociologie et d'histoire des femmes et du genre, ce résultat n'est aujourd'hui plus discuté et discutable. On ne naît pas femme, on le devient. Et cette construction sociale est théorisée par différentes approches théoriques aujourd'hui. Alors, je vais faire rapide sur ces approches théoriques, mais des féministes matérialistes qui ont mis en avant que c'était la division sexuée du travail qui construisait le devenir femme ou le devenir homme, mais aussi les féministes qui ont pointé l'influence de la pensée et des normes hétérosexuelles dans le devenir femme, là aussi, avec notamment Monique Wittig en 1975, qui déclarait que les lesbiennes n'étaient pas des femmes, parce qu'elles échappaient au système hétéronormatif. Ou encore plus récemment, l'approche queer développée par Judith Butler, qui se concentre, elle, sur le rôle des discours, du langage, des pratiques répétitives dans la mise en scène du genre, qui peut être soit conforme, binaire et conforme aux attentes sociales, soit pluriel et qui vient troubler finalement un certain nombre d'attentes sociales. Judith Butler raconte donc que rappelle que les identités sont, je cite, une sorte de fer, d'activité incessante, de performativité. Et du coup, elles ne sont pas préexistantes aux individus. Or, l'enquête par questionnaire, donc l'enquête que nous avons manipulée, laisse courir le risque justement de renforcer une catégorie femme, comme allant de soi, qui parfois même laisse flirter avec des risques d'essentialisation,
de la catégorisation. Les femmes sont, comme si toutes les femmes étaient ce qui allait être décrit. En fait, les résultats statistiques, vous l'avez compris, écrasent, broient la diversité qui la compose. Et avec Loïc Zerdaili, nous avons d'ailleurs déjà publié un article méthodologique sur ces questions-là. Donc, nous attirons votre attention sur la nécessité d'être vigilant et vigilante à cela, non seulement dans l'énonciation de nos résultats, mais aussi dans la réception et dans l'interprétation des données qu'on va aujourd'hui vous présenter. Le questionnaire a demandé au sujet de déclarer leur appartenance à une catégorie de sexe, mais en tant que chercheuse, nous appréhendons cette catégorie au sens politique du terme, comme une classe sociale de sexe, et non pas au sens biologique. Nous n'ignorons donc pas l'hétérogénéité des femmes qui composent cette catégorie, alors même que le questionnaire l'appréhende de façon binaire et réductrice. Donc en fait, ce sont des moyennes que nous allons vous présenter, donc des tendances qui pour autant ne signifient pas tout de la diversité, de la totalité de cette population. De même, nous parlerons le plus souvent possible de lycéennes, d'étudiantes, de jeunes femmes et le moins souvent possible de filles qui a tendance à infantiliser la catégorie et la population que nous avons étudiée. Marie, à toi. Merci Cécile. Donc cette enquête nous a permis de recueillir 1962 questionnaires et à partir de ces réponses, nous avons effectué un travail de rééquilibrage et de toilettage des données. Et là, 2 décisions importantes ont été prises. En effet, la première consiste malheureusement en l'exclusion des bacs professionnels qui étaient trop peu nombreux par rapport à la réalité. Une centaine de questionnaires, un redressement aurait conduit à leur donner finalement trop de poids sur la base d'un nombre trop faible, avec le risque qu'ils ne soient pas représentatifs. Donc évidemment, on va rappeler que notre population finalement traite des lycéens et lycéennes de lycées d'enseignement général et technologique. Une enquête serait donc à poursuivre. Seconde décision, c'est la suppression aléatoire d'individus dans les sous-populations qui étaient surreprésentées. Cette fois, l'enjeu, c'était de se rapprocher des effectifs théoriques et d'une population qui soit représentative finalement des élèves de terminale de lycée d'enseignement général et technologique, vous l'aurez compris. Donc, nous arrivons à un échantillon final de 1649 individus. Alors, un tableau que je ne vais pas commenter dans le détail, évidemment, mais quelques données pour caractériser cette population. On a mis en rouge 2 données en particulier. Donc, au niveau des proportions filles-garçons de cet échantillon, on est vraiment justement sur quelque chose qui est représentatif de cette population mère, avec un tout petit peu plus de filles que de garçons dans notre échantillon. Si on regarde maintenant la ligne qui concerne le choix d'orientation, donc dans notre échantillon, nous avons 21,2% des répondants qui se projettent sur un choix d'orientation en veut 1, 2 ou 3. Donc j'en profite aussi par une toute petite précision méthodologique. Les élèves qui ont répondu à ce questionnaire ont fait leurs vœux sur Parcoursup et pas sur APB. Parcoursup ne demande pas de hiérarchiser les vœux. On leur a demandé, nous, de nous indiquer finalement les 3 vœux principaux pour eux, donc de les classer. C'est pour ça qu'on a vœu 1, 2, 3. On peut enchaîner, Christian, merci. Alors, on enchaîne avec la première partie de résultats qui va traiter de la sportivité. À propos de cette sportivité, merci. Plusieurs points vont être abordés, donc des définitions déjà pour qu'on vous précise ce que l'on entend à travers ce terme de sportivité. Ensuite, on ira vers les notions de sportivité objective et subjective. Nous nous intéresserons aux moyennes EPS, à l'option de complément et au milieu social, croisés avec sportivité subjective, objective ou les deux. On peut démarrer donc sur la question de la sportivité. Donc, dans cette étude, on souhaitait rendre compte le plus finement possible finalement de la sportivité des élèves. Ainsi, pour nous, cette sportivité correspond à une mesure multicritériée de l'investissement effectif et ou perçu des élèves de terminale dans les activités physiques ou sportives, scolaires, hors EPS ou extrascolaires. Nous avons ensuite défini finalement 2 sous-notions ou sous-concepts, la sportivité objective et la sportivité subjective. Par sportivité objective, on entend ici l'investissement effectif des élèves dans les pratiques physiques ou sportives. Cet investissement, il a été mesuré à l'aide de différents indicateurs. Ces indicateurs, on leur a attribué un score et au final, cette sportivité objective a été mesurée sur un score de 100. Des exemples d'indicateurs, il y avait la fréquence de pratiques extrascolaires,
avoir une licence à l'AS du lycée, avoir une licence en club, avoir choisi l'option de complément, etc. Je ne vais pas les nommer toutes ici, on pourra y revenir si besoin. Par sportivité subjective, cette fois, on entend ici la perception ou l'auto-évaluation de leur sportivité par les élèves. Et cette fois, cette sportivité, elle a été mesurée à l'aide d'une seule question. Elle est ici, est-ce que tu te considères finalement comme, et il y avait 4 propositions à renseigner, donc de pas du tout sportif à très sportif. Alors, les résultats sur cette sportivité. Donc, sans surprise, il apparaît que la sportivité objective des garçons est plus élevée que celle des filles. On peut regarder, donc, je vais vous guider un tout petit peu sur la lecture des tableaux. Donc, on a nos 4 classes qui correspondent à 4 classes de sportivité. De 0 à 24, c'est la sportivité finalement la plus faible, et de 75 à 100, la sportivité objective la plus élevée. Donc, si on regarde la classe 4, la sportivité objective la plus élevée, les garçons déclarent finalement une sportivité objective très élevée à 16,8%. Donc, 16,8% des garçons de notre échantillon déclarent cela, quand elles sont 8,5% à déclarer cette sportivité objective élevée pour les jeunes filles. On peut continuer. Donc, les lycéennes, à travers ces résultats, on voit que les lycéennes sont 2 fois plus nombreuses que les lycéens à avoir un score faible de sportivité objective. Ce résultat confirme ici le sous-investissement des jeunes femmes dans les APS, et ce résultat est conforme à d'autres enquêtes, nombreuses par ailleurs, qui soulignent le décrochage sportif des adolescentes au collège et au lycée. On peut continuer donc sur la sportivité subjective cette fois. Donc, concernant cette sportivité subjective, c'est-à-dire la perception de sa propre sportivité par l'élève, eh bien, on voit que les jeunes femmes sont plus nombreuses à se considérer pas du tout sportives ou faiblement sportives, et les garçons sont plus nombreux à se considérer très sportifs. On peut passer à la diapo suivante. Ce qui nous a intéressé donc, par rapport à cette question de sportivité objective et subjective, c'est bien évidemment le croisement entre les 2 variables. Et ici, on a des résultats qui sont vraiment intéressants et inédits dans le domaine des pratiques sportives. On peut affirmer à présent qu'à sportivité objective égale, les lycéennes se considèrent toujours moins sportives que les lycéens. On peut passer à la diapo suivante, merci. Donc, ces écarts sont très forts pour les classes de sportivité objective moyenne et beaucoup moins pour les très sportives et très sportifs. À sportivité objective moyenne, alors moyenne haute, si on prend la classe entre 50 et 74, les jeunes femmes se considèrent avant tout comme moyennement sportives, alors que les jeunes hommes se considèrent avant tout comme très sportifs. Donc, ces résultats, évidemment, on peut les replacer très rapidement, les mettre en relation avec des travaux qui ont été menés alors, en psychologie sociale, avec d'autres concepts que celui de sportivité, mais avec des concepts comme le sentiment d'efficacité personnelle ou l'estime de soi physique, le sentiment de compétence, où là, les travaux nous montrent que les garçons tendent à surestimer leurs compétences quand les jeunes filles tendent à les sous-estimer. Ces travaux montrent également que les jeunes filles sont bien souvent plus critiques et plus sévères lorsqu'elles sont en train de auto-évaluer leurs compétences. Alors, pour faire simple, si on fait le lien avec les études de genre, on a ici une manifestation concrète de l'impact du sexisme ordinaire et de l'apprentissage finalement par la socialisation d'une dévalorisation de cette classe des femmes, d'un apprentissage donc de la dévalorisation qui amène effectivement ces jeunes femmes, ces jeunes filles à se déconsidérer, à se dévaloriser. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans l'aspect théorique, toujours là-dessus, dans une perspective matérialiste, ce constat serait effectivement le reflet de la division sexuée du travail sportif ici, qui renvoie en fait majoritairement les femmes vers des activités moins productives, moins performantes, moins valorisées socialement, et souvent considérées d'ailleurs comme moins sportives que celles des garçons. Cette division du coup du travail sportif participe à renvoyer les femmes vers des activités du soin, de l'entretien de soi ou de la mise en scène de soi, de façon à finalement faire bonifier leur capital de séduction dans le marché économico-sexuel. Donc, façonné ainsi, dans cette approche-là, façonné ainsi par la division sexuée du travail sportif, eh bien, les filles seraient tenues à distance du sport et intériorisent du coup que leur espace d'activité a moins de valeur que l'espace d'activité sportive des garçons. Voilà un exemple
d'explication théorique, mais on pourrait aussi avoir une explication plus interactionniste sur la façon dont, par les interactions, par les discours reçus, les encouragements des parents, des enseignants, des pairs, des groupes de pairs, ou au contraire les désencouragements, on a un système de socialisation qui petit à petit amène les femmes effectivement à se déconsidérer dans l'ordre social et directement à avoir ces résultats qui les amènent à se sous-estimer. Merci. Alors, on va continuer. Donc, on vient d'analyser le croisement entre sportivité objective et sportivité subjective. À présent, on souhaitait vous montrer les résultats en ce qui concerne la moyenne EPS. Donc, la plupart des élèves obtiennent des moyennes supérieures à 10 sur 20 en EPS. On obtient des résultats qui sont conformes, là aussi, aux enquêtes antérieures. Les garçons de notre échantillon ont de meilleures notes en EPS que les filles. Ils sont 2 fois plus nombreux à obtenir une moyenne supérieure à 18 sur 20. Et les filles, elles sont 2 fois plus nombreuses que les garçons à obtenir une moyenne comprise entre 10 et 14 sur 20. On relève également un lien fort entre la moyenne EPS et la sportivité subjective. Quand l'une augmente, l'autre augmente également. On va passer à la diapo suivante. Ce qui nous intéresse, encore la suivante, merci. Ce qui nous intéresse, c'est, vous l'aurez compris, c'est à nouveau d'avoir la même démarche que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à moyenne EPS égale, mais qu'en est-il finalement de cette sportivité subjective? Donc, à moyenne EPS égale, eh bien, les lycéennes se perçoivent significativement moins sportives que les garçons. Donc, j'en profite, tous les résultats qu'on vous indique de cette manière-là, en insistant sur le significativement, ça veut dire que statistiquement, ces résultats sont fondés. Donc, les lycéennes se considèrent plus souvent moyennement sportives, même avec d'excellentes notes en EPS. Ainsi, finalement, pour les jeunes femmes, mais une très bonne moyenne en EPS ne serait pas suffisante pour considérer plus positivement leur sportivité. Donc, ce résultat, il nous amène aussi à interroger les actions potentielles à mener pour favoriser une appréciation plus positive de soi par les jeunes femmes. En tous les cas, la note ne semble pas suffire pour améliorer cette perception de soi et cette perception de sa propre sportivité. Encore après. Alors, on a également exploré dans notre enquête l'option de complément, qui n'existe plus depuis les programmes 2019. Et cette option de complément, c'est très intéressant finalement de l'explorer. Pourquoi? Parce que l'inscription à l'option de complément, ça semble assez évident, elle a une influence sur l'augmentation de la sportivité subjective des élèves. De plus, lorsque cette option est choisie, la différence de sportivité subjective selon le sexe est fortement réduite. Donc tout se passe comme si finalement l'option de complément gommait la sous-considération de sportivité pour les jeunes femmes. Alors attention, on l'a indiqué ici, évidemment ce résultat il peut être interprété de 2 façons. Lorsqu'elles choisissent cette option de complément, donc ce dispositif, eh bien les jeunes femmes sont déjà quelque part dans une posture où elles ont confiance en leurs capacités. On est déjà quelque part ici sur un choix d'orientation. Donc les mécanismes qu'on est en train d'explorer autour des choix d'orientation en STAPS peuvent déjà avoir été effectifs à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, on peut aussi voir un effet du dispositif de cette option de complément qui légitime quelque part la sportivité des lycéennes. Donc les 2 hypothèses sont sans doute fonctionnelles. On peut passer à la suivante, oui. Ensuite, dernière variable qui donne vraiment des résultats statistiquement significatifs, c'est la variable milieu social. Alors, comme le montrent d'autres enquêtes sur les pratiques sportives, le milieu social influence la sportivité objective. Donc, filles et garçons confondus, plus le milieu est aisé, plus la sportivité objective est élevée. Maintenant, quand on regarde plus précisément les populations sexuées, donc lorsqu'on observe les garçons, la sportivité objective la plus élevée se trouve parmi les catégories moyennes. Pour les filles, en revanche, la sportivité objective décroît avec le milieu social. Donc finalement, on observe un peu comme un effet de seuil ou de plafond chez les garçons pour lesquels nous savons que faire du sport est un levier puissant de socialisation et notamment de socialisation à la masculinité ou à une masculinité hégémonique et qu'ils tendent à être beaucoup plus encouragés à la poursuite d'une pratique sportive, notamment à l'adolescence. On peut passer. C'est des diagrammes qu'on a mis là, si jamais on souhaitait y revenir un petit peu plus tard. Tu peux passer encore. Merci Christian. Et encore. Voilà. Et on va faire un petit bilan cette fois sur ces premiers résultats sur la sportivité. Donc, autour de cette sportivité, finalement, cette enquête nous a donné déjà un certain nombre de résultats. Les garçons ont un score de sportivité objective et subjective significativement supérieur aux jeunes filles. Là, on est sur des résultats qui sont conformes finalement aux enquêtes précédentes.
À sportivité objective égale, les filles se considèrent toujours moins sportives que les garçons. Les garçons ont des moyennes supérieures à celles des filles en EPS et les lycéennes se considèrent plus souvent moyennement sportives, même avec d'excellentes notes en EPS. Enfin, donc on a bien vu que l'inscription dans l'option de complément EPS réduit l'écart de sportivité subjective entre les lycéennes et les lycéens. Donc, on y va sur l'orientation vers STAPS. Donc, par rapport à l'orientation vers STAPS, donc le plan que l'on va suivre est le suivant. Cécile va vous présenter les représentations de la filière et les représentations des qualités pour réussir en STAPS. Ensuite, nous explorerons ensemble les raisons du choix STAPS. Et enfin, je vous présenterai un certain nombre de liens entre justement le choix STAPS et certaines variables que l'on a déjà explorées ensemble. Alors, sur le plan de l'analyse des représentations de la filière, donc on bascule sur une question ouverte du questionnaire, donc qui fait l'objet d'une analyse lexicale grâce à une analyse catégorielle en fait des registres lexicaux mobilisés par les étudiants. Et donc, on voit sur cette première question on a finalement une représentation assez simple. Et on a deux grandes catégories de représentation qui émergent face à cette question. La majorité, vous voyez 80%, près de 80% de notre échantillon, répond dans un registre lexical qui renvoie finalement à une représentation sur les contenus véhiculés en STAPS et sur les niveaux d'exigence scolaire qu'il faut pour réussir en STAPS, mais plutôt sur les contenus. Et là, la première bonne surprise, c'est que finalement, ces lycéens et lycéennes n'ont pas vraiment d'image caricaturale, comme on aurait pu le penser des STAPS. Alors certes, le mot sport et sportif ressort de façon écrasante. Mais à côté de ce mot, il y a quand même toute une richesse de vocabulaire qui montre finalement une perception assez juste de ce que sont les STAPS, notamment dans l'hétérogénéité des contenus d'enseignement qui y sont développés. Du sport, du travail physique, du travail sur le corps, mais aussi peut-être de la connaissance sur le corps, les sciences, l'humain, l'activité, la biologie, le muscle. Je vous laisse lire les autres mots qui sont mobilisés dans cette catégorie et qui font sens. Je vous rappelle, c'est un traitement statistique, c'est un traitement logiciel qui regroupe des catégories de mots qui font sens. Deuxième grande catégorie, mobilisée par environ 20% des répondants, c'est que les STAPS se réfléchissent ou les lycéens et lycéennes se les représentent par rapport au devenir et à l'attractivité de la filière. Et là, on voit aussi qu'on n'est plus sur une image caricaturale où les STAPS serviraient à devenir enseignants d'éducation physique et sportive, mais on voit une relative diversité de ces devenirs apparaître: professeurs, coachs, entraîneurs, kinésithérapeutes, athlètes, éducateurs, etc. En tout cas, une diversité professionnelle. Et sur l'attractivité, des mots plutôt positifs. On le voit, fête, cool. Et il y en a un troisième qui renvoie, je crois, à cet intéressant, voilà, qui renvoie à quelque chose de plutôt positif. Quand dans les contenus, on avait difficile dans la catégorie d'avant. Alors, le mot garçon, bien sûr, nous interpelle. Pour autant, c'est pas. Lorsqu'on regarde, on a la possibilité, avec l'analyse de Reinert, de regarder quelles sont les variables sociologiques qui sont déterminantes. D'accord ? Quels sont les profils d'individus qui ont tendance à répondre ça ? Eh bien, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il n'y a pas de division sexuée sur ces représentations. Globalement, les filles et les garçons ont les mêmes représentations, les mêmes catégories de représentation ressortent. Il n'y a pas d'impact sexué. Par contre, il y a un impact de la sportivité. On se rend compte que la variable de la sportivité, eh bien, va faire aller, lorsque les individus, les lycéens et lycéennes sont très sportifs, va faire aller vers le côté science et exigence des contenus, alors que quand les lycéens et lycéennes ne sont pas sportifs, ça va faire aller vers effort, endurance, pénibilité du côté des contenus. D'accord ? Donc voilà pour la représentation des STAPS. On aura là aussi l'occasion d'en discuter après. Maintenant, quant à la question des qualités qu'il faut pour réussir en STAPS, l'analyse lexicale montre une structuration un tout petit peu plus complexe. On a deux branches qui vont ensemble, deux catégories de représentation qui vont ensemble et qui renvoient finalement à la culture scolaire, à une culture scolaire nécessaire pour faire STAPS. Ça aussi, c'est plutôt une bonne surprise. Finalement, nos lycéens et lycéennes ont bien intégré la dimension scientifique et les exigences scolaires qui sont nécessaires pour y réussir.
d'une part, une culture scolaire qui semble quand même très liée au fait d'être ou de ne pas être sportif, mais en l'occurrence d'être sportif et sportive, comme une école de travail. On le voit, c'est la première catégorie. Être sportif ou sportif, c'est être travailleur, c'est être assidu, rigoureux, sérieux. Bref, c'est avoir déjà un ethos, c'est avoir des choses incorporées liées à cette culture du travail. Deuxième type de qualité, c'est des qualités qui sont, elles, cette fois-ci, plus disciplinaires, en lien avec la culture disciplinaire des STAPS, où on retrouve l'hétérogénéité des sciences, mais aussi de l'apprentissage des techniques et de la polyvalence nécessaire dans tous ces contenus. Enfin, pour un tiers des répondants, les qualités nécessaires pour réussir en STAPS renvoient à la culture corporelle. C'est aussi des choses liées au corps, mais non pas dans une dimension duale, le corps et l'esprit, mais de façon complète. C'est avoir un bon mental, c'est être physiquement en forme, bien sûr, c'est être passionné. Donc, tout un ensemble de valeurs physiques, morales, qui renvoient à cette culture scolaire. Troisième registre de représentation qu'on a questionné, diapo suivante s'il te plaît Christian, sur les raisons de choisir STAPS. Alors, analyse lexicale qui nous renvoie là à des représentations un peu plus complexes. Pour faire simple, les représentations dans un premier temps se divisent en deux blocs, le bloc en gris et le bloc en blanc. En gris, c'est une minorité d'étudiants, 25% quand même, d'étudiants, qui visiblement, ça nous amène à penser que c'est un petit peu un choix par défaut, STAPS pour eux. C'est une filière qui visiblement les intéresse, qui peut correspondre à une forme d'intérêt, éventuellement pour en faire un projet, mais sans plus. On voit que les mots sont assez pauvres autour de cette catégorie. Et surtout dans le dendogramme que sort l'analyse statistique, cette classe de mots est très isolée. Par contre, on a 4 autres classes de catégories de mots qui vont ensemble et qui, eux, constituent la majorité des répondants et qui renvoient par contre au fait d'avoir un choix très réfléchi en rentrant en STAPS. Réfléchi pour plusieurs raisons. 4 classes de mots se distinguent. Réfléchi d'abord pour préparer un avenir, et un avenir de prof de PS, professeur d'éducation physique et sportive. Deuxièmement, un choix réfléchi pour préparer ou pour se préparer à devenir sportif de haut niveau. Alors, il ne faut pas le voir au sens ministériel du terme, catégorie, mais monter en compétence, monter en niveau dans sa pratique du sport, parce qu'on est passionné par le sport, mais aussi par les sciences et qu'il y a finalement le projet de comprendre comment ça marche. Un choix réfléchi pour se préparer à des métiers, et là, ce n'est pas seulement enseignant de PS, on revoit une catégorie à part entière sur une diversité de métiers. Et enfin, un choix réfléchi parce qu'on aime, ces lycéens et lycéennes aiment les sports. Oui. J'enchaîne. Très bien. Donc, sur ces choix d'orientation, on a voulu aussi croiser évidemment cette variable choix d'orientation avec d'autres variables sociodémographiques. La première que l'on a interrogée est le sexe, et là, pas de surprise dans le sens où le sexe influence les vœux d'orientation. Pour le dire autrement, les garçons expriment davantage la volonté de s'orienter vers STAPS, notamment en vœu 1. On peut simplement noter que le lien ici statistique est relativement faible. Il est plus fort pour d'autres croisements, sur lesquels on va venir juste après. Ouais. Vas-y, tu peux enchaîner. Merci. Donc, cette fois, on a voulu croiser le choix d'orientation STAPS avec cette sportivité objective. Là encore, pas de surprise, plus la sportivité objective augmente et plus le choix de STAPS est fréquent. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est qu'il existe une différenciation sexuée qui émerge vraiment dans ces résultats, donc une différenciation sexuée dans cette relation. En effet, quand la sportivité objective est inférieure à 75, donc en gros une sportivité objective plutôt moyenne, les garçons s'orientent plus vers STAPS en vœu 1 que les filles. Donc il y a une forte attractivité des STAPS pour les garçons, même lorsqu'ils sont objectivement, moyennement ou peu sportifs. Quand on regarde cette fois la sportivité objective supérieure à 75, donc les élèves qui déclarent cette sportivité plutôt très élevée, alors il n'y a pas de différence significative entre les filles et les garçons dans leur choix d'orientation, dans ce vœu STAPS. Pour le dire autrement, les filles s'autorisent à postuler en STAPS quand elles sont objectivement très sportives. Donc, ces résultats nous montrent, une fois de plus, un processus qui est fréquent en études sur le genre, c'est-à-dire que
les filles, les jeunes femmes, pardon, craignent un procès en illégitimité. En tous les cas, c'est comme si elles avaient besoin d'être 2 fois plus compétentes que les garçons pour s'autoriser ce choix. Alors, on peut passer le tableau qui est vraiment là si on en a besoin un petit peu plus tard. Quand on croise cette fois le choix d'orientation STAPS et la sportivité subjective, eh bien, ce ne sont pas les mêmes résultats qui émergent, évidemment. Plus la sportivité subjective augmente, plus le choix STAPS est fréquent. À sportivité subjective égale, le sexe, cette fois, n'a pas d'influence sur le choix STAPS. Et il y a très peu de différence entre les filles et les garçons. En effet, à partir du moment où l'élève se considère comme très sportif ou sportif, alors le choix STAPS est fréquent, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Donc, on se rappelle ici ce qu'on a montré précédemment. Finalement, c'est dans le processus en amont de perception de sa sportivité que tout semble se jouer. On peut passer. Alors, on va croiser cette fois le choix d'orientation STAPS avec l'option de complément. Donc, quand l'élève est inscrit dans l'option de complément, elle choisit plus facilement STAPS. La participation à l'option de complément en EPS influence davantage les filles que les garçons dans leur choix d'orientation en STAPS. On repère dans cette enquête que les garçons, finalement, s'orientent vers STAPS, qu'ils fassent ou non partie de ce dispositif, ici l'option de complément, alors que pour les jeunes femmes, cette option constitue un facteur incitatif significatif. Là, on peut s'arrêter juste 1 minute sur ce diagramme. Donc, en bas, les deux colonnes en bas, on a les élèves qui sont inscrits en option de complément et juste au-dessus, les élèves qui n'y sont pas. On va simplement regarder le vœu 1, vœu 1 pour STAPS, et on voit tout de suite sur les deux barres du bas que les filles sont à 42,2%, font à 42,2% pardon, le choix STAPS en vœu 1, alors que les garçons sont à 37,3%. Donc, on voit vraiment ici ce facteur incitatif de l'option de complément, alors que les garçons, finalement, qu'ils soient ou pas dans l'option de complément, vont s'orienter plus facilement vers STAPS. Alors, quand on croise cette fois le choix d'orientation STAPS, le sexe et le milieu social, alors avant de croiser avec les 3 variables ensemble, simplement on peut préciser que le milieu social n'a pas d'influence significative sur le choix de STAPS, donc lorsqu'on considère filles et garçons ensemble. Maintenant, quand on regarde les populations sexuées, des différences se dessinent. Le milieu social favorisé gomme la différenciation sexuée, ce qui n'est pas le cas des autres milieux sociaux. Pour les filles, plus spécifiquement, il n'apparaît pas de différence significative de vœux selon le milieu social. En revanche, chez les garçons, eh bien, ils choisissent plus souvent STAPS quand ils sont issus d'un milieu social ou d'une catégorie sociale moyenne. On peut passer. Donc, au bilan sur ce choix, ce vœu d'orientation STAPS en vœu 1, 2 ou 3, il apparaît donc que la sportivité est un facteur déterminant du choix STAPS. Alors, on a évidemment testé d'autres variables. On a notamment testé la variable réussite scolaire. On ne l'a pas développée ici. Pourquoi? Parce que la relation est plutôt faible. En gros, plus les élèves ont de bons résultats et moins ils se dirigent vers STAPS. Et la sous-population qui choisit le moins STAPS est celle des filles en réussite scolaire. Ce qu'on a vu en revanche ici ensemble, c'est qu'à sportivité objective égale et très forte, filles et garçons choisissent STAPS de manière équivalente. En revanche, à sportivité objective moyenne, ce sont les garçons qui s'orientent beaucoup plus massivement vers les STAPS. Enfin, on a vu qu'à sportivité subjective égale, eh bien, on ne note pas de différence entre les lycéennes et les lycéens. Et cette différence, elle se joue probablement ailleurs, voire avant, dans ce processus d'auto-évaluation de sa sportivité. Donc, ça nous emmène évidemment à des pistes de réflexion qu'on aura l'occasion de développer un petit peu plus tard dans l'après-midi. On voit ici que le travail sur la perception de sa sportivité semble fondamental, tout comme le travail sur ces dispositifs qui permettent cette valorisation de cette sportivité, comme ça a pu être montré autour de l'option de complément. Alors, pourquoi ne pas choisir STAPS alors qu'on est sportif, voire très sportif? Ça, c'est une question, bien sûr, qu'on s'est posée dès le début de l'enquête et sur laquelle on va du coup zoomer un petit peu. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, sur donc les raisons de ne pas avoir choisi STAPS, c'était ta diapo, celle-là, non? Si tu veux. Je veux bien. Ça t'enlève ton masque. Donc, dans notre population, on a près de 80% des élèves qui n'ont pas choisi STAPS en vœu 1, 2 ou 3, soit près de 1300 individus. Donc, ce qu'on va vous présenter sur ces résultats autour du
du non-choix STAPS, la formulation n'est pas forcément très heureuse, eh bien, on va regarder ensemble finalement les raisons qui sont avancées par les élèves à travers 2 types d'analyses, des analyses lexicales et puis l'analyse des échelles de Likert. Et on regardera plus précisément, justement, oui, le cas des élèves très sportives et très sportifs, parce que c'est ce qui nous intéressait aussi au départ dans cette enquête, c'est-à-dire comprendre finalement ce qui amène ces élèves à d'autres orientations et ce qu'ils ou elles pensent également de cette filière STAPS. Vous avez vu que notre présentation, elle est millimétrée. Hein. Vous avez vu, c'est moindre erreur sur une diapo. Donc, sur la question ouverte, quelles sont les raisons qui t'ont amené à ne pas choisir STAPS? L'analyse du champ lexical mobilisé est assez simple. Là aussi, on a donc 3 branches de catégories de représentation qui se distinguent. La majorité des étudiants, donc 60,6% plus 19, donc voilà, près de 80% des jeunes, des lycéens et des lycéennes qui ne se sont pas orientés vers STAPS, en fait, font part d'un désintérêt pour ce qui constitue les STAPS ou pour les débouchés des STAPS. Donc, on a 2 catégories de mots. D'abord, un désintérêt. Alors là, il faut lire les mots, cette fois-ci, associés à une négation. C'est-à-dire, quand nous, on va voir ce qu'il y a derrière les mots, on voit que c'est pas aimé. Hein. Donc là, vous voyez les mots comme ça positifs, mais bien sûr, il y a la négation à chaque fois. Donc, première catégorie de mots, 60%, c'est un désintérêt pour le sport en premier lieu. Donc, pas aimer un sport, sportif, pas envie, pas penser à étudier les sciences autour de cet objet, les STAPS, etc. Ce qui est intéressant là de regarder, c'est les variables significatives, donc les profils significatifs. Et là, on a des variables sexuées qui ressortent et les filles apparaissent comme une variable sexuée significative sur cette catégorie de mots. Donc, elles manifestent à cette question leur désintérêt à l'égard des pratiques sportives. Le fait d'être une fille, le fait d'avoir une pratique sportive objective inexistante, voilà des variables qui sont associées, le fait d'être en bac L, le fait d'avoir, autre variable significative qui ressort ici, d'avoir été découragée par des autres professeurs ou par des hommes. Deuxième champ lexical de ce désintérêt, un désintérêt relatif au métier du sport. Donc là, on a 20% des étudiants qui disent ne pas choisir STAPS parce que les métiers du sport ne les intéressent pas. Ce n'est pas un avenir professionnel pour eux intéressant, pas un avenir qui offre des débouchés pour eux ou de façon générale, on ne sait pas. En tout cas, ça ne renvoie pas à un intérêt pour un futur. Et puis, une troisième catégorie de mots qui renvoie pas vraiment à un désintérêt, mais au fait que ce n'est pas leur projet professionnel, qu'il y a d'autres filières, qu'il y a d'autres choses qui les intéressent plus particulièrement, plus spécialement, qui répondent plus à leurs besoins, et donc qui ressort un petit peu. Alors, pour rien vous cacher, on était un petit peu déçus par ce registre de réponses. Voilà, on s'attendait à un champ lexical beaucoup plus varié qui aurait dû nous permettre d'aller creuser un peu plus profondément dans l'analyse des raisons du désaveu, et notamment pour les sportifs. Donc là, est-ce que c'est un effet de fatigue dans le questionnaire? Ils en ont marre au moment où cette question arrive et ils disent peu de choses. Est-ce que finalement, il n'y a pas tant d'introspection de leur part qui fait qu'il n'y a pas tant de mots que ça mobilisé? J'aime, j'aime pas, j'y vais pas, un peu, c'est tout. Et puis sans doute aussi le format questionnaire. Là, je crois que sur ce type de questions, on a besoin de choses plus qualitatives, on a besoin d'entretien, on a besoin de suivre des cohortes d'étudiants. Suite de l'enquête, peut-être. Tout à fait. Alors, on peut compléter tout de même ces résultats, parce qu'on a utilisé aussi des échelles d'attitude ou échelles de Likert pour explorer la question du non-choix STAPS. Et on peut aller un tout petit peu plus loin que ce que Cécile vous a présenté, dans le sens où ce qui ressort cette fois de ces analyses, donc certes, c'est qu'ils, elles, ont d'autres projets professionnels où il n'y a pas assez de débouchés. Ça, c'est commun aux filles et aux garçons. En revanche, les filles, plus que les garçons, déclarent qu'elles n'ont pas envie de pratiquer des sports. Donc 43% pour les filles et 18% pour les garçons. On est vraiment sur une différence qui est statistiquement significative. Les filles, un peu plus que les garçons, pensent aussi qu'elles n'ont pas le niveau scolaire. 25% pour les filles et 18% pour les garçons. On peut noter que ni les filles ni les garçons ne pensent qu'il s'agit d'une filière plutôt pour les garçons. Et ce résultat confirme quelque part le fait que la filière STAPS ne semble pas perçue comme une filière masculine. Alors,
On reste très nuancé néanmoins parce qu'on sait très bien qu'à travers les questionnaires aussi, il peut y avoir des biais de désirabilité sociale par rapport à ce type de proposition qui était présent dans nos échelles de Likert. En fait, ce n'est pas parce que les lycéens et lycéennes répondent que la filière n'est pas pour les garçons ou pour les filles qu'il n'y a pas des processus à l'intérieur de socialisation, de sexisme ou autre qui font qu'au cours des études de STAPS, il y a des expériences plus favorables que d'autres qui peuvent se développer. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça ne ressort pas en tous les cas dans cette Statistiquement enquête. parlant. Oui, voilà, on reste nuancé sur ces résultats. Donc là, ce sont les échelles de Likert qui ont été traitées. On peut passer. Même chose, c'est pour éventuellement aller plus loin un peu plus tard. Donc, on vous l'a dit, parmi ces élèves qui ne font pas de choix STAPS, on avait envie d'explorer un petit peu plus le cas des élèves très sportives et très sportifs. Alors, évidemment, on se heurte à une difficulté. Ils ne sont pas très nombreux dans notre échantillon. On a 182 garçons, 143 filles. Donc là, on n'a pas pu faire de réels tests statistiques sur ces données. Mais néanmoins, on a quand même des petits résultats qu'on peut partager avec vous. Donc déjà, dans un premier temps, le fait que ces élèves très sportifs qui ne choisissent pas STAPS, ils ont globalement le même profil que les autres élèves très sportifs et très sportifs de notre échantillon. Et sur les raisons évoquées par rapport à cette non-orientation, en revanche, là, ce sont globalement les mêmes raisons qui émergent que pour l'ensemble de la population qui ne choisit pas STAPS, c'est-à-dire finalement d'autres projets professionnels, le fait qu'il n'y a pas suffisamment de débouchés. Ils ne souhaitent et elles ne souhaitent pas pratiquer de sport, alors certes un petit peu plus, un petit peu moins que les autres élèves plutôt moyennement ou peu sportifs, mais néanmoins, c'est encore une raison qui émerge. Alors, tout à l'heure, j'évoquais, juste un petit mot, j'évoquais que finalement, leur représentation était pas trop caricaturale sur les 3 grandes questions qu'on avait posées. Sur la question des débouchés, par contre, ça semble être un angle mort. Je pense qu'Aurélien Pichon de la C3D ou Pierre Bavazano tout à l'heure réagiront sur finalement les débouchés qu'offre STAPS qui sont finalement assez importantes, contrairement à ce qui semble être véhiculé dans les représentations des lycéens. Et ces idées reçues finalement sur le manque de débouchés en STAPS, on va le retrouver également dans les contenus des découragements. Donc, on peut y aller sur les découragements. Donc là, on a systématiquement demandé à notre population si il ou elle avait été encouragé ou découragé au cours de ce processus d'orientation. Donc, sur la globalité de nos répondants, on a 18,9% qui ont été encouragés à s'orienter vers STAPS. Alors, parmi l'ensemble des personnes encouragées, les garçons sont légèrement plus encouragés que les filles, mais on l'a mis en gras, la différence n'est pas significative statistiquement. Donc, on garde vraiment cela en tête. Qui encourage? C'est d'abord le cercle proche qui encourage, donc d'abord les parents, puis les amis, ensuite les professeurs de PS et ensuite les entraîneurs. J'ai besoin de toi, Christian. Merci. Alors, en revanche, si on regarde les profils très sportifs, cette fois, il y a quelques nuances et quelques différences qui émergent. Les encouragements sont plus importants pour les profils très sportifs et encore plus pour les filles. Donc, l'enquête démontre ici une forte corrélation finalement entre le choix STAPS et les encouragements. On va passer sur les résultats. Sur ce qui est dit, là, je ne sais pas qu'on a été déçus, mais il n'y a pas de scoop. Dans les encouragements, plutôt le cercle proche finalement souligne la passion des répondants et les enseignants, notamment de PS, soulignent le bon niveau sportif de l'élève. On peut regarder à présent les résultats concernant les découragements. Donc, 11% de notre population a été découragée à s'orienter en STAPS. Ce sont plus souvent des hommes que des femmes qui prononcent ces découragements. Et on va continuer sur cette exploration des personnes qui découragent. Donc, ce sont d'abord le cercle proche, à nouveau, les parents et les amis, puis les professeurs des disciplines autres que le PS. Donc, il est à noter ici que ces professeurs des disciplines autres que le PS nous interpellent dans ces découragements et dans la connaissance qu'ils et elles peuvent avoir des STAPS. Le sexe n'influence pas significativement le fait de se faire décourager, mais là encore, quand on regarde plus spécifiquement, on peut passer à la suivante, les élèves qui ont fait le vœu STAPS, alors on observe quelques différences. Parmi les élèves qui ont choisi STAPS, les découragements augmentent, et d'autant plus chez les jeunes femmes. Donc finalement, choisir STAPS amène davantage de découragement, et ce, notamment pour les jeunes femmes. Ce qui est dit dans ces découragements, ce qui est souligné, c'est le manque de débouchés, le niveau attendu qui serait trop élevé, alors le niveau scolaire, et puis l'aspect sportif également, donc la fatigue, l'intensité
de la filière, exigés par la filière, etc. Donc là, finalement, plutôt des stéréotypes dans ces découragements, alors que ce n'était pas le cas forcément dans les représentations des lycéens et lycéennes. C'est pour ça que c'est intéressant d'identifier qui décourage finalement, qui est à l'origine de ces découragements. Donc, au bilan sur ces encouragements et découragements, ce qui nous semblait important finalement de souligner, c'est que les jeunes femmes qui ont choisi STAPS reçoivent à la fois plus d'encouragement, mais également plus de découragement. Bref, c'est un choix d'orientation qui ne laisse pas indifférent l'entourage. Ça interpelle quand une fille veut faire STAPS. Ça y est, on arrive au terme donc, de la présentation des principaux résultats. Donc, on va faire une petite synthèse des résultats qu'on vous a présentés aujourd'hui. Donc, ce qui ressort pour l'instant de cette enquête, c'est tout d'abord un écart de sportivité objective aux dépens des filles, un écart d'appréciation de la valeur de leur sportivité ou sportivité subjective aux dépens des lycéennes, un écart dans l'intention de s'orienter en STAPS, les garçons s'autorisant plus facilement, et ça on le voit clairement, ils s'autorisent plus facilement, quel que soit leur degré de sportivité, alors que les jeunes femmes attendent quelque part d'être très sportives, très légitimes pour pouvoir s'y orienter, pour oser s'y orienter. Un écart de découragement pour ceux et celles ayant choisi STAPS, donc les filles étant un petit peu plus découragées que les jeunes garçons, et un impact de cette sportivité dans l'orientation en STAPS, où les jeunes femmes sont largement défavorisées par rapport aux jeunes hommes. Alors du coup, pour faire la transition vers le moment de vos questions, de vos réactions et de vos remarques, eh bien, on s'est permis nous-mêmes de faire ressortir quelques axes de problématisation finalement qu'abordent ces résultats. Ces résultats, il nous semble, permettre de débattre au moins sur 2 grands axes, mais peut-être plus. Ne voyez pas dans cette proposition une fermeture de la discussion quelconque, mais juste un état finalement de nos propres réflexions. Il nous semble que… Alors, Christian, tu veux plus? Alors, pendant que Christian remet en place le PowerPoint, il nous semble qu'il y a un premier axe de problématisation autour finalement de la reconnaissance, de la valorisation, de l'engagement, des différentes formes d'engagement des collégiennes et des lycéennes. Comment nous, collectivement, quel que soit notre statut, nous accompagnons effectivement la reconnaissance et la valorisation de l'engagement, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, des collégiennes et des lycéennes, sachant que j'aurais même pu dire école primaire, vu qu'on sait que ces processus de socialisation, de représentation de soi, se construisent très tôt. Et du coup, ça nous amène aussi à réfléchir dans cette thématique-là sur finalement la façon dont on verbalise, nous, les enjeux, les avantages à être sportive. J'ai une petite pensée pour Annick, je sais qu'il nous écoute, Annick Davis, qui questionnait il y a plus de 20 ans. Au final, faut-il être sportive? Et elle disait oui, c'est du rôle de l'école, de faire en sorte que les jeunes filles le soient. Je crois que ce questionnement est toujours d'actualité. Et surtout, qu'est-ce que l'on fait? Comment on met en avant les avantages à être sportive lorsqu'on est une jeune femme? Et puis, qu'est-ce qu'être sportive? Qu'est-ce qui permet de définir à un individu de se définir ou non comme sportif dans une configuration, on le sait en sociologie du sport, où il y a un fort éclatement, une forte diversification, une forte évolution des formes de pratique. Ça nous questionne aussi finalement sur les figures, sur les modèles qui permettent aux jeunes filles, aux jeunes femmes de construire des figures inspirantes. Et ça, c'est la grande problématique autour des médias, mais pas que. C'est aussi nous en tant qu'enseignants. Qu'est-ce qu'on donne à voir dans nos propres cours, dans nos propres modèles? Qu'est-ce qu'on donne à voir des figures inspirantes de femmes, de sportives, etc. Je repense aux travaux de Christine Détrez, sociologue à l'ENS à Lyon, qui avait montré dans les manuels de biologie à quel point toutes les images dans les cours de biologie renvoyaient à toutes les images de jeunes femmes, renvoyaient à la passivité, renvoyaient à des organes liés à la reproduction ou à des mises en scène esthétiques, quand les hommes, eux, étaient mis en scène sur la production, la performance de leur corps. Donc, qu'est-ce qu'on donne à voir à nos jeunes filles qui les amène finalement aussi à une socialisation particulière? C'est questionner nos feedbacks, nos encouragements, la qualité de nos interactions. Et peut-être que ce niveau de réflexion-là porte sur l'enseignement secondaire, mais aussi sur l'enseignement universitaire. Deuxième grand axe de problématique, sans doute plus lié à ce qui se passe dans l'enseignement supérieur,
c'est la réflexion autour de la féminisation des filières et des métiers. Tout à l'heure, Isabelle Collet nous parlera de la féminisation des métiers de l'informatique, mais des sciences de façon générale. En fait, ce qu'on vous a démontré, Isabelle l'a sûrement perçu, finalement, c'est assez classique, les résultats qu'on a trouvés dans le champ des études de genre. On avait déjà montré ça dans d'autres filières scolaires ou dans certains métiers fortement investis par les hommes et dans lesquels les femmes, du coup, sont minoritaires. Finalement, ça nous amène dans l'enseignement supérieur à nous poser des questions sur les modalités de sélection pour entrer en STAPS. Est-ce que les attendus, par exemple, les attendus définis dans l'algorithme Parcoursup ne donnent pas un certain avantage aux garçons? On aura peut-être quelques réflexions là-dessus. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas revenir à des logiques de quotas qui offraient un meilleur équilibre entre les catégories de sexe? Mais je vois déjà Sigolène faire des gros yeux. Je pense que le débat va être vif, qui amenait à peut-être catégoriser et essentialiser les catégories. Mais je suis persuadée que le débat sera vif sur cette question. Ça nous amène aussi à questionner les conditions d'études en STAPS. Car si les lycéens et les lycéennes n'ont pas perçu forcément la filière comme étant faite pour les garçons ou faite pour les filles, ça ne veut pas dire, et je pense ici à Noémie Drivet qui doit rager de ne pas être avec nous parce qu'elle est retenue dans son établissement scolaire, elle nous rejoindra tout à l'heure, qui est en train de finir sa thèse sur la construction et la déconstruction des normes de genre en STAPS et qui montre dans son travail à quel point le sexisme et l'hétéronormativité est très, très, très présente. Ça nous renvoie aussi à nous questionner dans l'enseignement supérieur sur la façon dont on communique en tant qu'enseignant, en tant que dirigeant d'une UFR STAPS, comment on communique positivement à l'égard des femmes pour créer des figures inspirantes aussi en STAPS. Je crois que le débat est lancé. En tout cas, je vous sens très pignante et très pignante. On arrête là pour nous deux. Merci. Alors, on s'était donné après, il y aura la table ronde. Et donc, je propose qu'on ne lance pas le débat tout de suite que Cécile vient de lancer sur les quotas, mais garder un peu de... voilà, rester encore un peu dans les starting blocks. Il faut, je pense, qu'on s'autorisait à poser des questions pour mieux comprendre, parce que c'est vrai que l'exposé était un peu rapide. Donc, on se donne 20 minutes là pour se poser des questions pour des précisions sur les résultats de la recherche. On n'entre pas tout de suite dans les commentaires, etc. On aura d'abord la table ronde, puis ensuite un débat là-dessus. Donc, est-ce que on va commencer par la salle. Pour les gens qui sont à distance, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et pour les gens qui sont dans la salle, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont des questions à poser à Cécile et Marie pour des précisions? Sigolène. Merci, c'était super. Et du coup, lève ton masque pour parler. C'est pas dans mon masque. Oui. Tu peux mettre ton Covid là pour parler. Donc oui, c'est vraiment génial et du coup, ça donne vraiment trop envie de continuer. Enfin, c'est déjà très, très alléchant. Donc bravo d'avoir tenu le fil et d'avoir mené le projet à un terme, on ne va pas dire à son terme. À une étape, oui. Alors, petite demande de précision concernant ce que je me suis demandé, je n'ai pas entendu vous précisiez justement sur l'échantillonnage, est-ce qu'il y a quelque chose sur urbain-rural? Non. Parce que ça peut, on voit dans les sociologies qu'il y a vraiment à considérer ça peut être un facteur intéressant. En fait, on s'était vraiment questionné sur l'identification de l'établissement des élèves, au moins la ville, et puis on a eu peur quelque part que le questionnaire ne soit pas autorisé par rapport à des critères qui permettraient trop facilement d'identifier les élèves. Donc, malheureusement, on n'a pas d'infos, on n'a pas de données là-dessus. C'était dans la version initiale, mais on a réduit on a élagué ces variables. Une question d'Émilie. Oui, pareil sur l'échantillonnage, je me permets de rebondir sur les 1649. Quelle grandeur ça a au niveau d'une recherche? C'est un point d'appui, c'est sûr, et aussi du travail. Et puis surtout, c'est localisé aussi sur Nancy. Quelle exploitation on peut en faire sur tout le territoire et surtout en termes de taille d'échantillonnage. Sur la taille d'échantillonnage, alors je ne suis pas la spécialiste quanti, vous avez compris, notre spécialiste n'est pas là, mais c'est une taille largement suffisante, vous avez vu, pour qu'on puisse
avoir des résultats statistiques fiables et pour qu'on puisse même travailler sur des sous-populations. D'accord ? Quand on atteint, en revanche, quand on veut regarder, par exemple, plus précisément cette fois, les très sportifs qui n'ont pas fait de choix STAPS, là, ça devient plus délicat. On peut simplement montrer qu'il y a des différences, mais on ne peut pas les attester statistiquement. Mais en revanche, quand on est à l'échelle de cette population et que l'on compare, par exemple, les hommes et les femmes, là, on reste sur quelque chose qui est quand même très fiable, quoi, très fiable statistiquement parlant. Ensuite, sur la couverture de notre échantillon, donc on est parti effectivement des chiffres de Nancy parce qu'on les avait sur la masculinisation de la filière STAPS, mais les données ont été recueillies donc, sur l'Académie de Lille, sur l'Académie de Nancy-Metz, sur l'Académie de Lyon, sur l'Académie de La Réunion, et puis sur 5 académies. Voilà. Et puis il y a un travail qui a été réalisé également autour de l'option de complément. Voilà, donc on a vraiment cherché à avoir une couverture du territoire, des espaces territoriaux suffisamment divers, et puis on voulait aussi intégrer, on n'a pas présenté ici des résultats les analyses qui vont venir sur la comparaison entre la métropole et puis la Réunion pour les hommes. Je ne connais pas ton prénom. Peut-être juste pour compléter un tout petit peu, c'est absolument pas exhaustif ce qu'on vous a présenté. Ça peut déjà paraître très lourd, mais c'est vraiment pas exhaustif. Il y a énormément de variables sociologiques. La question des filières bac, la question des classes sociales, on l'a évoqué rapidement, mais bien sûr, on compte sur Karine Guérandel pour nous aider à approfondir cela. La question des dispositifs avec Loïc, la question métropole, Réunion, on a la chance d'avoir 500 données issues de la Réunion, donc on va avoir des choses sans doute très intéressantes, mais on ne voulait pas être approximatif sur nos analyses, donc on s'est vraiment concentré sur ce qu'on maîtrisait le mieux, déjà toutes les deux avec Marie, autour de la question de la sportivité, pour aussi faire appel à des spécialistes, à des gens qui ont été à un moment donné dans ce collectif et avec qui on va pouvoir continuer à exploiter ces données. C'est pour ça qu'on disait on arrive à un terme, mais l'analyse n'est pas à son terme du tout. Non, Et là, c'est sans fin. En tout cas, d'un point de vue traitement des données, oui. Parce que là, oui. il y a Claire qui dit quand même. À toi. Et puis après, il y aura 2 questions dans le chat. Vas-y. Alors, c'était par rapport à l'échantillon également. Le fait qu'il n'y ait pas d'élèves de lycée professionnel, c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que vous allez retenter de faire ce questionnaire sur les lycées pro? Parce qu'on sait bien que sur les filières, c'est très sexué. Donc, du coup, on peut avoir des résultats peut-être qui seront un peu différents ou plus accentués que ce qu'on a là. Je veux juste savoir si vous pensiez le travail là-dedans. Le problème, c'est que quand on a une grande population comme celle-là et qu'on fait le traitement statistique, ça implique une harmonisation dans le toilettage des données et ensuite de calculer et de faire les traitements statistiques sur l'ensemble des données. Là, on a quand même des partenaires qui ont investi de l'argent pour avoir ce traitement-là et je pense que ce ne serait pas forcément utile de recasser ce traitement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'un traitement sur les filières professionnelles n'est pas utile, mais peut-être d'une autre façon, peut-être notamment avec du qualitatif. Je pense aux travaux de Julie Thomas, qui a beaucoup travaillé sur la façon dont les jeunes filles font et défont le genre dans les filières professionnelles. Donc voilà, il y a des collègues qu'on va pouvoir solliciter finalement pour pouvoir faire un travail spécifique, peut-être plus qualitatif sur l'enseignement professionnel. Mais de là à casser finalement tout ce qui a déjà été fait là, je ne crois pas. Il y a une question d'énergie, de temps aussi, de coût qui se pose. Mais sincèrement, c'était très malheureux finalement quand on arrive à la conclusion de pouvoir exclure finalement les lycées pro parce qu'on risquait de leur donner trop d'importance à partir d'un nombre trop faible. Et on arrivait à un moment aussi, on ne pouvait pas relancer l'enquête parce qu'on aurait eu 2 années de décalage et ce n'était pas possible. Ce qu'il faut savoir aussi, quand même, pour situer les conditions de la recherche, quand même, aussi, c'est que c'est une enquête donc, qui dure depuis. L'initiative a été lancée au Centre PS et Société en 2015. Le protocole s'est développé entre 2017 et 2019 sur la base globalement du bénévolat de chercheuses, des chercheuses qu'on a nommées. Et de militants, parce que Oui, c'est les profs de PS qui ont voilà. répondu. Et les enseignants de PS, tout à fait, qui ont répondu et qui ont dynamisé leurs élèves, qui ont pris du temps dans leurs cours pour faire répondre les élèves. Donc, tu as tout à fait raison de le préciser, Claire. Et finalement, les budgets pour nous aider à aller plus loin et à
à aller au bout de ce traitement statistique sont arrivés un peu sur le tard. Par exemple, pour la part du SNEP, c'est aussi lié au fait que l'année Covid, et que finalement, le SNEP a pu nous dégager un peu d'argent pour faire le traitement à une société spécialisée là-dedans. Donc voilà, derrière, il y a des coûts. Et là, donc, on arrive maintenant à une étape, j'ai envie de dire, suffisamment aboutie et satisfaisante scientifiquement pour pouvoir être diffusée, à la fois de façon vulgarisée comme on le fait là, mais aussi de façon scientifique dans des articles. Et donc, c'est aussi à ça qu'on va s'atteler avant de repartir peut-être sur un autre processus. On prend 2 questions dans le chat. Oui, alors, il y a Aurélien Pichon qui veut poser une question. Peut-être que tu peux la poser directement, ça sera mieux. Bonjour. Oui, merci pour cette présentation et la qualité des analyses. Moi, j'ai une question sur éventuellement les analyses croisées que vous auriez pu faire entre CSP, la pratique physique des filles et l'entrée en STAPS. Parce qu'on sait que d'un côté, il y a une influence négative de la catégorie socio-professionnelle sur la pratique physique en général. Est-ce que ça, vous l'avez pris en compte? Et on sait par ailleurs, sur les études qu'avait fait Didier sur les cohortes précédentes, qu'on est à l'inverse, plutôt une filière STAPS accessible au CSP- par rapport à d'autres filières universitaires. Et donc, comment cette combinaison on va dire, d'effets potentiellement inverses a une conséquence sur l'accessibilité ou la perception d'accessibilité des filles à la filière STAPS? Ce n'est pas une question facile, hein, mais je pense que c'est important de croiser ces 2 infos. C'est tout à fait juste et ce n'est pas encore des croisements on n'est pas arrivé à ce niveau de détail-là. Donc, on a tout ce qu'il faut maintenant dans la base de données pour pouvoir le regarder. Et il y a déjà de la littérature, effectivement, sur les catégories socio-professionnelles qui s'orientent en STAPS, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour approfondir ça. Mais là, immédiatement, Aurélien, on n'a pas effectivement de réponse à te donner là-dessus. Désolée. J'attendrai avec impatience. Ouais, la seule que je peux donner, c'est, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, c'est au regard de cette enquête, hein, le milieu social n'a pas d'influence significative sur le choix STAPS. Ça, c'est ce qui ressort à ce stade-là. Mais comme vous l'a dit Cécile, la question des catégories sociales va être plus creusée quand on va refaire une petite équipe de travail pour aller plus loin dans les analyses. Ok, merci. Voilà la question. Ouais, il y a une question de Loïc qui demande s'il y a moyen d'avoir des compléments sur les fameuses classes moyennes, ici du point de vue de l'activité, puisque vous aviez une relation entre les deux. Voilà, comment… Oui, je peux y répondre. C'était l'objet de nombreux questionnements et de nombreux débats entre nous, la manière dont on allait finalement traiter cette variable catégorie sociale. Dans le questionnaire, on a demandé aux élèves la profession de leurs parents 1, parent 2. On a fait le choix de ne pas leur proposer les catégories INSEE pour faciliter quelque part leur réponse. Mais il s'avère que, évidemment, il y a des effets négatifs dans le choix qu'on a fait. Donc, on a en gros 300 répondants qui ne peuvent être analysés par rapport à la qualité des réponses qui ont été données. Ensuite, on voulait effectivement, Loïc, pour te répondre, considérer finalement les catégories moyennes de la façon la plus fine possible, ou au moins catégories hautes, catégories plutôt basses, ou essayer de les caractériser au regard du capital économique ou culturel des parents. Mais par rapport aux données qu'on a obtenues, on a commencé ce travail et il s'est avéré là aussi qu'on ne pouvait pas tenir finalement ce degré de finesse. Donc on sait là que c'est malheureusement un biais ou c'est quelque chose qui est dommage par rapport à cette enquête, mais on a été contrainte de se contenter quelque part de ces 3 catégories sociales. Il y a une autre question sur l'absence de représentativité de l'option facultative EPS, parce que dans les dispositifs, vous avez parlé de l'enseignement de complément qui n'existe plus, qui sera remplacé, enfin, qui aura un enseignement de spécialité à partir de l'année prochaine, mais il y a aussi l'option facultative qui existe et ça n'a pas été pris en compte. C'était volontaire ou c'était le hasard? Non, c'est volontaire. Je ne me rappelle plus, Loïc. Non, c'est volontaire puisque l'option de complément, alors moi je ne suis pas spécialiste pour les lycées, mais c'est un dispositif vraiment particulier. Et donc on a récupéré des données que pour les options de complément. Par contre, dans toutes les statistiques,
un élève qui avait une option facultative, il cochait la case option facultative, et là, ça comptait dans sa sportivité. Mais l'échantillonnage option de complément, il est vraiment que pour les élèves qui avaient cette option de complément. Et c'est vraiment un traitement spécial parce que c'est des horaires spéciaux, etc. Et par contre, là, on a vraiment beaucoup de réponses. C'est-à-dire c'était un gros échantillon par rapport à la population française, puisqu'il y avait très peu d'options de complément, de classes à options de complément. Si Loïc, c'est Loïc Zereldaïli qui ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Okay. On pourra parler après. Je vais compléter ce que disait Claire. En fait, dans le questionnaire, on a demandé aux élèves s'ils étaient inscrits dans une option EPS. Et on s'est rendu compte avec les réponses qu'il y a un flou pour les élèves sur l'option. Il y a un flou. Est-ce que c'est l'option facultative? Est-ce que c'est l'option de complément? Est-ce que c'est l'option d'exploration? Donc, bref, on n'avait pas les moyens de démêler tout ça. Donc, on a considéré finalement qu'on avait cette variable option. Et ensuite, on a voulu aller un petit peu plus loin en essayant d'interroger spécifiquement des élèves inscrits uniquement cette fois dans l'option de complément, parce que l'option d'exploration était encore moins diffusée sur le territoire que l'option de complément, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et Loïc, il ne peut pas parler tout de suite, parce que Loïc ne peut pas parler tout de suite, mais quand ce sera le débat tout à l'heure, il pourra reparler de son recueil de données. Alors, il y a une question sur… Après, on arrête, Christian. Sur une Sylvie qui est surprise des 15% de découragement donné par les autres enseignants. Donc, est-ce que c'est là aussi, du point de vue de l'orientation, quelque chose qui est dévalorisé, les STAPS bon, voilà. Il y a matière à débat, là, hein, bien sûr, et à réflexion sur la connaissance de la filière. Voilà. Alors, je ne sais pas, pour le moment, je ne peux pas savoir, mais on avait invité les COPSI du SNES. Donc, s'il y a une personne du SNES dans les spectateurs, il ne faudra pas se gêner tout à l'heure pour prendre la parole, pour essayer de voir comment la filière STAPS est représentée chez les COPSI d'une manière, au moins au SNES. Alors, il y a Lucille qui a une question, et puis il y aura… La sportivité objective, dans les critères, est-ce que vous avez pris en compte la notion de niveau, c'est-à-dire… vous aviez dit qu'il y a le taux de pratique extrascolaire. Est-ce que c'est, par exemple, quelqu'un qui fait un footing 2 fois par semaine ou quelqu'un qui a une pratique de haut niveau tous les jours On a pris la fréquence de pratique sportive. Que la fréquence. Que la fréquence. Et à un moment donné, dans le questionnaire, il fallait qu'on sélectionne. Donc, on a choisi un des indicateurs qui est le plus utilisé aussi en sociologie du sport, qui est vraiment la fréquence de pratique sportive, qui allait de pas du tout à une fois par mois de mémoire, hein. Une fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine et plus. Donc, on avait 5 propositions. Et il faut bien se rendre compte qu'à chaque fois qu'on rajoute une question, on complexifie énormément tous les traitements qu'il y a derrière, à chaque fois qu'on met une variable. Et on a déjà un questionnaire où il y a beaucoup de questions, si bien que le statisticien, il a fait vraiment un gros travail de toilettage et que la base de données aujourd'hui est énorme. Voilà, mais la question du niveau, ça venait rajouter quelque chose de compliqué. Alors, il y a la dame là-bas que je ne connais pas. C'est exactement la même question. Je trouvais ça très difficile, la sportivité objective. Donc, en fait, c'est le nombre de fois par semaine de pratique. Il n'y a pas une question ni de niveau, ni d'intensité. Alors, en fait, c'est un construit qu'on a réalisé, cette sportivité objective. Et on a décidé de lui attribuer un score. Et cette sportivité objective, quelque part, elle rend compte de différents indicateurs. Il y a la fréquence de pratique sportive dedans. Il y a le fait d'être inscrit en club, d'être inscrit à l'AS, d'être inscrit dans une option EPS, d'être inscrit en section sportive. Donc, on a donné un score de 50 à la fréquence de pratique sportive 50%. Et ensuite 10 à chaque fois pour chaque autre indicateur. Donc, le score qu'on vous donne sur 100, finalement, est une manière de rendre compte de façon globale de cette sportivité objective. Mais c'est un construit, c'est-à-dire que ce sont nous, chercheurs, qui construisons cette variable-là. Alors, même chose, il n'est pas parfait ce construit, mais il nous permet de raisonner. On sait dans quel sens on l'a construit. Il nous permet maintenant de comparer, et de la même manière, finalement, tous les élèves, et de comparer cette sportivité, ce score de sportivité objective, avec la sportivité subjective déclarée. Et c'est ça qui nous intéresse quelque part. La plupart des enquêtes ne prennent que, entre guillemets, la fréquence de pratique. Et on aurait pu se contenter
pour construire cette variable de sportivité, de garder la fréquence de pratique. Mais ça nous semblait, aujourd'hui, on regarde la diversification des modalités de pratique sportive, ça nous semblait finalement réducteur de la richesse des engagements. Et donc, on a fait un construit, nous particuliers, qui nous semblait le plus logique au regard de ce qu'on connaît de nos élèves. La littérature. Quand c'est entendu à faire STAPS, et on s'est posé la même question pour Parcoursup, en fait, qu'à un moment donné, on doit évaluer les critères qui ne sont pas forcément les mêmes qui sont choisis. Tout à fait. Et est-ce que vous, au vu de l'enquête, forcément, je me dis que vous me semblez pertinent pour évaluer nous, encore une fois, on l'a longuement réfléchi au sein du groupe. On est passé par des propositions vraiment très diverses. On s'est arrêté à cette solution-là qui nous semblait la plus satisfaisante. Donc maintenant, j'ai envie de dire sur des présentations plus méthodologiques, il serait intéressant de la partager pour finalement voir si dans des procédures de sélection comme celle que vous évoquez en STAPS, finalement, notre façon d'appréhender la sportivité peut paraître plus juste que d'autres façons qui s'arrêtent à d'autres critères. Et là, on rentre dans un débat qui n'est pas l'objet là aujourd'hui, mais voilà, qui est une vraie perspective en tout cas de cette recherche pour la suite.